Voilà. Bon. Et nous sommes avec le professeur Philippe Blanchet dans le cadre d'une coopération entre l'Université de Rennes 2 et l'Université nationale de Rosario et le projet de l'Université de Buenos Aires, El Derecho a la Palabra. Nous proposons une conversation sur le concept de glottophobie et ses conséquences en France et en Argentine. Donc, la définition de glottophobie est dans l'ouvrage de Philippe Blanchet, Discrimination, combattre la glottophobie, paru en 2016 aux éditions Lambert-Lucas. Et la glottophobie est le mépris, la haine, l'agression, le rejet, l'exclusion de personnes, discrimination négative effectivement ou prétendument fondée sur le fait de considérer incorrectes, inférieures, mauvaises certaines formes linguistiques perçues comme des langues, des dialectes ou des usages de langue, usitées par ces personnes, en général en focalisant sur les formes linguistiques, et sans toujours avoir pleinement conscience de l'ampleur des effets produits sur les personnes. L'hégémonie des idéologies linguistiques glottophobes est si puissamment installée dans de nombreuses sociétés, notamment occidentales, que les pratiques linguistiques constituent un cas quasi unique où ce rejet n'est pas compris comme une haltérophobie à l'encontre de personnes, mais comme une sorte d'évaluation purement linguistique, voire objective et incontestable. Donc, voilà la définition. Est-ce que, Philippe, vous pouvez nous donner des exemples dans la francophonie? Oui, très bien. Alors, effectivement, d'abord, comme la définition le dit, peut-être je vais le reformuler parce qu'elle est un peu longue. Quand je l'ai écrite, il fallait que je fasse tout tenir dedans. Préciser que, du coup, le rejet des personnes au motif de ce que les gens parlent porte sur deux grands types de pratiques linguistiques, soit le fait de parler une langue qu'on refuse aux gens le droit de parler. Pour vous, par exemple, ça pourrait être une langue autochtone de population indigène d'Amérique du Sud, soit une façon de parler une langue. Pour vous, par exemple, ça pourrait être le fait que les personnes sont jugées négativement ou rejetées sur le simple fait qu'elles vont parler l'espagnol, comme on le parle en Argentine, au lieu de le parler selon les normes prestigieuses de l'espagnol de Madrid. Voilà. Et donc, les exemples sont fréquents aussi et probablement surtout dans la francophonie, parce que la langue française et l'État français qui en est le centre et qui l'a diffusée sont vraiment fortement inspirés par l'idée qu'il y aurait une supériorité de la langue française par rapport à presque toutes les autres langues, mais aussi qu'il y aurait une bonne façon de parler la langue française, qui est en gros le modèle normatif des classes supérieures parisiennes de la capitale, et que toutes les autres façons de parler le français, à des degrés divers, que ce soit sur le plan des hiérarchies sociales ou des relations avec les diverses parties de la francophonie, y compris les régions de France, toutes ces autres variétés sont des mauvaises variétés, qu'en gros les gens feraient des fautes. Et donc on a très fréquemment des exemples. Moi j'ai passé ma carrière à constituer du corpus, hein. On a très fréquemment des exemples de personnes qui se voient rejetées pour un emploi, à qui on n'accepte pas de rendre un service, hein. Elles ne peuvent pas obtenir un service auprès d'un guichet d'un service public, par exemple, ou à qui on refuse une éducation, une formation, un stage. On a même des exemples de personnes qui ne peuvent pas accéder aux soins à l'hôpital ou à un logement parce qu'elles ont par exemple un accent en français quand elles téléphonent au propriétaire du logement. Et donc on voit que ça couvre la totalité du champ des pratiques sociales. On voit, je termine pour montrer que c'est pas seulement des réactions institutionnelles, on voit des gens qui se moquent des autres personnes à cause de leur façon de parler. Je vous donne un exemple qui m'avait beaucoup frappé, qu'avait trouvé une de mes étudiantes, hein. C'était un jeune Sénégalais qui avait réussi à sauver des enfants d'un incendie et qui était interviewé à la télévision et qui racontait dans son français à lui du Sénégal
qui n'est pas sa première langue, hein, comment il avait fait pour aller sauver des enfants qui risquaient d'être brûlés. Et il y avait eu sur les réseaux sociaux des tas de gens qui se sont moqués de sa façon de parler français, alors que ce jeune homme, d'abord s'exprimait d'une façon tout à fait compréhensible et méritait plutôt de l'admiration pour ce qu'il avait fait. Mais on voit que du coup, les gens ne mesurent pas, enfin pas tous et toutes en tout cas, à quel point on humilie la personne en se moquant de sa façon de parler. Et d'ailleurs, on voit souvent les francophones, dès qu'ils ont un français un peu particulier, être sous-titrés quand ils sont interviewés à la télévision, qu'il s'agisse de francophones de France qui sont des régions périphériques ou des francophones d'autres pays du monde, du Québec, du Sénégal ou d'Algérie par exemple, comme si ces gens ne parlaient pas vraiment français en fin de compte. Oui, oui, le sous-titrage est fréquent aussi dans le monde hispanophone. Des fois, je me souviens d'un film du Mexique, Roma, qui avait été sous-titré et cela a fait polémique. Ces idéologies, vous dites que c'est dans le monde occidental, elles sont fréquentes. Elles viennent d'où? Est-ce que cela a toujours existé? Alors, le fait que des humains aient des attitudes négatives avec d'autres êtres humains parce qu'ils parlent d'autres langues ou parce qu'ils parlent autrement, il y en a des traces très anciennes dans l'histoire, en tout cas du monde européen et méditerranéen, qui est le plus anciennement connu par ses sources écrites. Et l'un des exemples les plus connus des sociolinguistes, en tout cas, c'est un extrait de la Bible. Et donc, on voit qu'on a des attestations très anciennes du fait d'identifier et de maltraiter des personnes ou des populations à cause de la façon, en l'occurrence dans la Bible, de leur prononciation d'un certain mot. Bon, voilà. Dont les sociolinguistes ont tiré un concept qui est le concept de shibboleth, qui est le mot en question dans la Bible, pour désigner justement le fait qu'un terme ou une prononciation devienne une caractéristique particulière d'une population pour distinguer les gens. Donc probablement que les humains ont toujours plus ou moins pratiqué cette chose-là. Seulement là où c'est devenu plus problématique, et disons avec une puissance plus forte, c'est quand c'est devenu un moyen de contrôle et d'intervention pour les États, pour la puissance des États. La France est un très bon exemple, c'est probablement l'exemple le plus typique d'un État qui s'est construit au fond autour d'une glottophobie instituée et généralisée, puisque quand la France moderne a été conçue, inventée à partir de la Révolution française, donc à partir du début du 19e siècle, l'idée, ça a été, la capitale était déjà Paris, c'était la capitale de l'ancien royaume, l'idée, ça a été de construire l'unité nationale autour de la langue de Paris, sachant que dans tout le reste de la France, on parlait d'autres langues, et qu'on a continué à parler plus ou moins jusqu'à aujourd'hui encore. Et donc, on a commencé par avoir des attitudes de discrimination avec des interdictions d'usage des autres langues, avec du mépris pour les gens qui parlent des autres langues, et avec une surévaluation du français qui est encore aujourd'hui régulièrement prétendue une langue à valeur universelle supérieure à toutes les autres. Quand les populations en question ont commencé à parler français, ça a pris plus d'un siècle. Donc, quand au cours du XXe siècle, les autres habitants de la France ont parlé français, ils ont parlé français langue 2, et donc ils ont coloré le français par l'influence de leur langue première, qui pouvait être le breton, le provençal, le béarnais, le corse, l'alsacien, c'est-à-dire des langues très diverses. Et à ce moment-là, on a commencé à leur reprocher leur façon de parler français. Et on a transféré le rejet depuis le prétexte de leur langue vers le prétexte de leur façon de parler français. Et il se trouve, vous le savez bien en Argentine, que les grandes puissances européennes
à partir du 19e siècle surtout, à partir du 16e pour le continent américain, mais à partir du 19e pour l'ensemble du monde, les grandes puissances européennes ont conquis le monde entier. Ça s'est appelé le colonialisme et la colonisation. C'est un phénomène qui n'est pas terminé. Hein. Il y a encore des endroits où il y a des populations qui sont sous la domination coloniale d'États européens principalement. Et en exportant leur mode de fonctionnement, leur administration, leur conception de l'organisation des sociétés, les puissances coloniales ont exporté aussi leurs idéologies linguistiques. Et donc, par exemple, dans le monde francophone, on trouve un peu partout encore cette idéologie linguistique très française et même très parisienne qui consiste à penser qu'il y aurait une bonne façon, une langue supérieure aux autres qui est le français, donc aux langues autochtones, mais aussi une bonne façon de parler le français. Alors, dans le monde hispanophone qui est le vôtre, ou dans le monde lusophone chez vos voisins brésiliens, on retrouve la même chose, le même phénomène, simplement il est moins puissant, pour deux raisons. C'est parce que la pluralité linguistique a toujours été moins rejetée, peut-être même, on pourrait dire, mieux acceptée dans les mondes hispanophones et lusophones que dans le monde francophone, mais aussi parce que en Argentine et au Brésil, par exemple, les populations locales ont coupé le lien avec la puissance coloniale très tôt. Et donc, ont développé des pratiques linguistiques locales, un portugais du Brésil, un espagnol d'Argentine ou un espagnol du Chili, etc., qui est devenu la langue ordinaire de la société argentine. Et donc, bien sûr, il reste le modèle de l'espagnol d'Espagne, vous connaissez ça mieux que moi, mais en même temps, il y a une certaine dignité qui a été accordée, par exemple, à l'espagnol argentin. Ce qui fait que les Argentins, par exemple, ont une production de films, de cinéma, très bonne production d'ailleurs, que personnellement j'apprécie beaucoup, où on entend les gens parler spontanément et normalement en espagnol argentin, et on ne le leur reproche pas, alors qu'il n'existe pas, ou que très peu, d'équivalent dans le monde francophone. Les seuls qui osent, c'est les Québécois, parce qu'ils sont indépendants de la France et puis ensuite de l'Angleterre d'ailleurs depuis très longtemps. Mais par exemple, il n'y a pas l'équivalent d'un cinéma reconnu, de grande qualité, dans le monde francophone, où on parlerait des variétés de français qui ne seraient pas du français standard sur le modèle parisien. Donc voilà en gros comment les idéologies d'État se sont répandues et ont produit des comportements dans les sociétés, y compris dans les sociétés coloniales et dans leur suite. C'est intéressant de connaître le modèle de la francophonie ou les idéologies européennes qui ont été importées dans nos États. Et aussi, des fois, on a tendance à penser que la colonisation des pays européens, elle est vers le monde et pas vers l'intérieur de ses propres pays aussi, non? Cela est important à souligner, non? Que ce n'est pas seulement la politique. C'est les pays qui sont colonisateurs, mais en fait, c'est la politique, ce sont les idéologies dominantes. C'est ça. D'ailleurs, beaucoup de travaux en sociolinguistique du monde francophone ont commencé par constater que la colonialité du pouvoir français a d'abord été appliquée et expérimentée dans les régions périphériques de France avec le même type de traitement, et ensuite, presque au même moment, d'ailleurs un tout petit peu après, 20 ou 30 ans plus tard, ont commencé cet esprit colonial a commencé à être répandu dans l'empire colonial français qui s'est construit au 19e siècle. Mais c'est vrai que les gens qui voient la France de loin, par exemple depuis l'Argentine, ont tendance à croire que le français, c'est la langue de toute la France et de toute la population française, alors que le français, au départ, et jusqu'à une date assez récente, jusqu'au XXe siècle, c'est la langue de la région parisienne. Et ailleurs,
les gens avaient d'autres langues. Moi-même, dans ma propre famille, mes grands-parents ont appris le français à l'école et le français n'était pas leur première langue. La diffusion du français en France, finalement, à l'oral, c'est un phénomène assez récent. Et c'est aussi une conséquence de l'image de cette idéologie linguistique qui laisse croire que la France est un État monolingue parce que le français est forcément la langue de tout le monde et parce qu'elle est forcément une langue supérieure. Oui, il y a aussi des institutions qui accompagnent ce procès. On a l'école, mais aussi il y a les institutions comme l'Académie française ou la Real Academia Española, non, dans le monde hispanophone. Comment ces institutions, dans le monde hispanophone, la RAE et ses associations dans le monde américain ont une tendance à démocratiser, à donner une image démocratique d'unité dans la diversité, mais quand même, elle reste la norme, la référence reste toujours à Madrid, non? Ce sont des américanismos qu'ils appellent comme ça nos formes de parler, non comme des déviations. Et comment fonctionne l'Académie française dans ce sens? Alors, l'Académie française, comme l'Academia Española, est une institution d'ancien régime. Hein. Ça a été créé à l'époque monarchique, en bien longtemps avant l'époque moderne, enfin moderne, je veux dire au sens contemporain du terme. Et une chose qui est très étonnante, puisqu'en France il y a eu la Révolution entre 1789 et 1795, en gros, toutes les institutions d'ancien régime ont été supprimées par la Révolution. L'Académie française a subsisté. Ça montre bien qu'on traite la question de la langue d'une façon un peu à part. Hein. Alors l'Académie française avait pour mission au départ, au service du roi, de produire une forme de censure. D'abord d'une censure littéraire. Elle devait dire quels étaient les textes littéraires qu'on autorisait à imprimer en France ou qu'on interdisait d'imprimer en France. Ce qui a développé notamment l'impression des livres en dehors de France quand ils étaient interdits par la censure royale. Et puis on lui a confié aussi une forme de censure linguistique pour déterminer quelles étaient les façons de parler français qui étaient les bonnes et quelles étaient celles qui étaient mauvaises. Le principe du dites, ne dites pas. Et l'Académie française n'a plus aucun rôle officiel en France depuis très longtemps. Simplement, malgré le fait qu'elle n'a aucune fonction officielle, elle continue à être une sorte d'autorité morale sur la langue. Et donc, elle est régulièrement citée, régulièrement consultée. Et pourtant, à la différence de l'Académie espagnole, elle est très conservatrice. C'est-à-dire qu'elle continue à avoir une attitude de rejet presque total des innovations linguistiques et de ce qu'on appelle en France les régionalismes, hein, c'est-à-dire des mots à usage locaux, qu'ils soient de régions de France ou qu'ils soient d'autres parties francophones du monde. Il y a une attitude beaucoup plus puriste et conservatrice à l'Académie française qu'il y a, par exemple, à l'Académie espagnole ou son équivalent pour la langue portugaise, par exemple. Ça, c'est aussi très significatif de la puissance de cette idéologie linguistique glottophobe, finalement, dans la société française et dans le monde francophone. Et donc, si on parle de glottophobie, vous avez aussi dans votre ouvrage mentionné la glottophilie et des discours glottomaniaques. Donc, oui. Est-ce que vous pouvez développer un peu ça aussi, la contrepartie? Oui, bien sûr, parce que tout ça vient du fait que j'étudie depuis très longtemps, c'est probablement le fil rouge de ma carrière de chercheur, j'étudie les rapports de minoration-majoration sur le plan sociolinguistique, que ça soit des langues qui deviennent minorées, minoritaires, ou des variétés des langues dominantes qui
variétés qui sont minorées, minoritaires, marginalisées. Et une chose qu'il est important de garder à l'esprit, c'est que quand il y a minoration, il y a toujours en même temps majoration. C'est-à-dire que pour rendre une langue minorée, il faut en majorer une autre. C'est parce qu'on surévalue le français qu'on sous-évalue les autres langues, ou c'est parce qu'on surévalue le français standard de la bourgeoisie parisienne qu'on sous-évalue les Français locaux des classes populaires françaises. Et donc, le contraire, ou le miroir, pas le contraire, le miroir de la glottophobie, c'est la glottophilie. C'est-à-dire que c'est en même temps parce qu'on a un sentiment de très fort attachement à une certaine langue qu'on surinvestit affectivement, ou à une variété de cette langue, que ça produit en même temps la glottophobie. Et évidemment, ça ne concerne pas que les langues, ça concerne les personnes qui les parlent. On va donc, d'ailleurs, beaucoup d'études ont montré que selon comment une personne parle français, on se l'imagine comme quelqu'un d'éduqué, d'intelligent, de prestigieux ou de prestigieuse, ou de quelqu'un de mal éduqué, de pas intelligent et de relevant des milieux populaires. Rien qu'à entendre comment les gens parlent français. Et donc c'était important pour moi de montrer que dans la société française, et pour beaucoup dans le monde francophone, il y a un investissement affectif et idéologique très fort vers la langue française, avec des discours publics, y compris du président de la République française, en disant que le français c'est la langue universelle de la liberté, par exemple, comme si elle n'avait pas été en même temps une langue d'oppression, et comme si d'autres langues n'étaient pas des langues de la liberté. Toutes les langues peuvent être langues de la liberté. C'est faux de dire que le français est la langue universelle de la liberté, mais c'est un bon témoignage de cette glottophilie, c'est-à-dire de cet amour de cette langue et des gens qui la parlent. Et quand elle est poussée à l'extrême, cette glottophilie devient ce que j'ai appelé une glottomanie. Donc ça rend les gens glottomaniaques, c'est-à-dire qu'ils deviennent complètement crispés sur la langue et sur sa variété normative. Et donc, par exemple, si quelqu'un a quelque chose d'important à dire, au lieu d'écouter le contenu des propos de la personne, ces glottomaniaques vont sauter sur la moindre variation qu'ils refusent. Oui, mais vous avez employé ce mot comme ça, vous n'avez pas le droit. On ne dit pas comme ça en français, on dit comme ceci. Votre prononciation n'est pas la bonne. Ou vous avez emprunté un mot à une autre langue, en l'occurrence principalement à l'anglais. Et vous voyez par exemple dans les journaux en France, dans les recours qui sont faits auprès des personnes qui font la médiation dans les médias, plein de gens qui écrivent pour dénoncer un journaliste qui a employé tel mot, une animatrice de télévision qui a un accent particulier, même s'il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Et là, on a vraiment affaire à des glottomaniaques. Il y a d'ailleurs un équivalent qui est assez frappant. En anglais, a été inventé le mot pour désigner ceux que j'appelle les glottomaniaques. On les appelle grammar Nazi. Ce qui dit beaucoup de choses aussi. Donc, les nazis de la grammaire, c'est-à-dire les fascistes de la langue, quoi. Voilà. Alors c'est violent comme étiquette, mais ça montre bien qu'on a affaire à des gens qui sont des fanatiques, qui sont des formes comment on pourrait dire, de croyants. Il y a une espèce de religion absolue de la langue chez les gens en question. Oui, cela c'est fait très visible aussi en Argentine avec les revendications féministes, qu'on a modifié un peu la langue avec des options pour les différents genres et pour lutter un peu contre le masculin neutre. Je sais qu'en France, cela aussi a été polémique, mais je pense que ça n'a pas du tout passé, non, selon ce que j'ai vu dans les médias.
Alors, il y a plusieurs degrés, on va dire. D'abord, il y a eu, depuis très longtemps, depuis la fin, oui, les années 70-80, donc il y a maintenant bientôt 50 ans, il y a eu l'obligation de féminiser les noms de grades et de métiers. Donc, il y a une liste qui a été publiée au journal officiel, etc. Mais ça fait aussitôt l'objet de moqueries et il y a toujours des gens qui refusent de féminiser les noms de métiers, qui refusent qu'on dise Madame la maire. La maire, c'est la personne qui dirige une commune, qui est élue pour diriger une commune, ou qu'on dise Madame la députée, qui continue à refuser ça, ou Madame la ministre, hein, qui continue à refuser, bien que ça soit obligatoire en fait. Et puis il y a eu ensuite, à partir des années 2000, de la même façon que dans le monde hispanophone, tout ce travail pour dégenrer la langue française et donc pour qu'on arrête d'utiliser le masculin comme genre prétendument neutre, englobant les femmes. Et avec toutes sortes d'inventions, de trouvailles, vous en avez vous aussi, hein, dans le monde hispanophone. Et ça, c'est pratiqué par une partie de la population, c'est bien accepté. Par exemple, dans mon université, c'est la norme. Hein. Le conseil d'administration de mon université a décidé qu'il utiliserait toutes les marques de féminisation dans les documents officiels de l'université, mais il y a des très fortes résistances dans la société française, il y a des contestations dans les médias, il y a même des circulaires du précédent gouvernement conservateur, qui a interdit l'usage, par exemple, des formes avec masculin point féminin, dans les documents administratifs. Alors l'université ayant une autonomie, elle n'est pas concernée, mais ça veut dire que dans les autres, par exemple, dans les autres services publics, dans les autres administrations, même des administrations locales, hein, une région par exemple, normalement les fonctionnaires n'ont plus le droit d'utiliser ça, puisque le gouvernement le leur a interdit. Donc il y a vraiment un conservatisme très fort. Après, il faut être un peu nuancé. Il y a parfois eu des inventions qui sont, disons, un peu exagérées, qui sont trop originales, trop particulières, difficiles à comprendre, et on peut comprendre que on commence à faire un peu le tri, en disant bon, ça on va garder, et puis ça vraiment, ça rend les choses trop compliquées, il vaut mieux pas s'en servir. Mais on a quand même affaire à des gens qui rejettent tout en bloc, systématiquement tout en bloc, et ça c'est vraiment du purisme et du conservatisme linguistique, et il me semble qu'il est plus fort en France que dans le monde hispanophone, parce que dans les relations que j'ai avec notamment des hispanophones d'Amérique latine, du Mexique jusqu'à l'Argentine, je vois des usages assez banales de formes alternatives, alors qu'elles sont beaucoup plus rares et beaucoup plus politiquement engagées quand ça se fait dans le monde francophone. Oui, ici, ça s'est installé, il y a quand même eu des prohibitions, mais ça bouge beaucoup les émotions, non? Peut-être la glottophilie ou le maniaque de la grammaire qui sont contre et changer le langage, ça se voit très bien. Et bon, on a parlé des États comme ceux qui imposent une norme, mais aussi dans les dernières une langue, une norme. Dans les dernières années, il y a eu de politiques aussi comme en Argentine, l'éducation interculturelle bilingue, ou aussi les langues régionales qui commencent à entrer à l'école en France. Et donc ce sont des politiques qui cherchent à combattre les inégalités sociales et linguistiques. Mais dans ces dernières années, globalement, on a une tendance à réduire l'État, non, réduire l'intervention de l'État, surtout dans le gouvernement argentin. Donc, je voulais te demander sur l'actualité
Et comment tu vois quel est le rôle de l'État avec ces tensions, non, entre combattre les inégalités, mais en même temps réduire la participation de l'État, non, dans les relations sociales. En France, de ce que j'observe, la réduction de l'intervention de l'État est surtout dans le champ économique. Hein, on est sous des gouvernements et des majorités à l'Assemblée nationale, au Parlement, qui depuis maintenant plusieurs décennies sont en gros des gouvernements disons, libéraux au sens économique du terme, donc qui pensent que les dépenses publiques, c'est une mauvaise chose, qu'il faut laisser le marché faire fonctionner de lui-même, etc., et qui ne cherchent pas ou très peu à lutter contre les inégalités économiques, bien qu'il y ait une tradition d'un modèle français de réduction publique des inégalités. Mais on voit que depuis plusieurs décennies en France, l'État se retire de la protection contre les inégalités économiques. Par contre, les mêmes sont des gens qui sont très interventionnistes sur le plan, on va dire, sociétal, avec un conservatisme et même un retour à des valeurs comment on pourrait dire ça, des valeurs que eux appellent des valeurs morales, hein, assez anciennes, et donc il y a là au contraire une intervention très forte, par exemple autour du nationalisme en France. Hein. Beaucoup de travaux ont montré que au moins depuis le début du XXe siècle, le discours nationaliste s'est banalisé en France, qu'il traverse une bonne partie du spectre politique. Et donc, il y a un contrôle social qui est mis en place, qui est assez fort pour, au fond, imposer aux gens l'adhésion à une conception de la société française, y compris en utilisant l'école ou en passant par les médias. Bon, et ça va avec la langue. C'est-à-dire qu'il y a une petite place marginale qui est faite aux autres langues, que ce soit les autres langues de France ou un petit peu les autres langues d'origine immigrée, mais c'est marginal, c'est symbolique. Il y a un renforcement très fort de la centration vers l'homogénéité nationale. Et par exemple, il y a eu en France, à la fin du XXe siècle, des programmes d'enseignement des principales langues de l'immigration pour que les enfants des familles immigrées continuent à avoir une partie de leur scolarisation dans leur langue d'origine. On appelait ça les langues d'origine. Hein. Ces programmes ont été supprimés depuis quelques années parce qu'ils étaient suspectés comment on pourrait dire, d'éduquer les enfants à des valeurs qui ne sont pas celles que l'État français veut imposer à la population française. Et donc, on voit, il y a eu beaucoup de tentatives, par exemple, pour faire obstacle au développement de l'enseignement des langues régionales, qui est très marginal en France. Il ne faut pas croire que c'est généralisé. Hein. Même dans les régions concernées, c'est une petite partie des enfants et des familles qui y ont accès. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'en même temps que l'État central, parce qu'il ne faut pas oublier que la France est un pays très pyramidal et très centralisé, donc en même temps que l'appareil d'État qui est à Paris se renforce dans son caractère d'idéologie de l'identité nationale, il y a une demande de plus en plus forte de la population française pour une sorte de régionalisation, en tout cas de décentralisation. Et donc, on vit dans une société où il y a une demande relativement forte pour une meilleure reconnaissance des langues régionales, une meilleure reconnaissance des autonomies régionales, des cultures régionales, par exemple, hein, et en face, un État central qui se durcit contre cette demande. Et donc, ce qu'on voit, c'est en même temps, c'est donc les deux tendances en France. Les populations qui sont de plus en plus ouvertes à la diversité et un État central qui est de plus en plus crispé sur l'identité nationale, avec
dernière chose, une montée très forte des idéologies xénophobes en France, ce qui fait que il y a aussi partout dans la société française, et là, dans toute la société française, une partie de la population qui est de plus en plus opposée à la diversité de la population. Avec l'idée d'empêcher les immigrés, de considérer que toute personne immigrée est un délinquant en puissance, avec tous les stéréotypes négatifs. Et ça, c'est aussi un mouvement qui est très fort dans la société française depuis le début du 21e siècle, on va dire. Et ça ne, c'est pas du tout dans une perspective interculturelle. Il y a hélas dans cette partie de la population, non pas l'idée d'une hospitalité des gens dans leur diversité, du vivre ensemble, mais il y a au contraire l'idée d'un rejet de ces personnes-là et d'un enfermement vers quelque chose qui serait une culture française traditionnelle, qui est évidemment un mythe, parce qu'il n'y a pas de culture partagée à travers toutes les régions de France, mais d'une culture française traditionnelle qui en gros est une espèce de culture populaire parisienne en fait. Finalement, on en revient au modèle parisien. Oui, et je vois, oui, c'est ici on a aussi deux formes de valorisation de l'immigration. L'immigration historique qui fait l'Argentine européenne, non, qui a donné cette idée donc qui opprime les autres cultures, et les immigrants actuels qui sont parfois très discriminés, non. C'est pas la même inclusion qu'ont eu les immigrants originaux entre guillemets, non. Pour finir, une dernière question. Selon vous, quel peut être notre rôle en tant que sociolinguiste dans les universités et sur tous ces processus de glottophobique, si on peut dire, de discrimination. Comment est-ce qu'on peut aider à combattre ou avoir plus de conscience sur ça? Alors, je crois que notre travail de chercheur et de chercheur-enseignant dans les universités, c'est d'analyser, alors en sociolinguistique, c'est d'analyser les sociétés du point de vue des langues, de ce que les sociétés font aux langues et aux gens qui les parlent, et de montrer comment ça fonctionne. Quand on constate des fonctionnements qui semblent contraires aux règles fondamentales de la vie en société, c'est pas nous qui les décidons, qui sont par exemple les grands textes, moi c'est mon point de repère, les grands textes concernant les droits fondamentaux, les libertés fondamentales, qui sont adoptés par l'immense majorité des États du monde. Donc on peut considérer que c'est le socle éthique de la vie des sociétés. Quand on constate dans l'analyse des sociétés et de la place des langues et des gens qui les parlent dans les sociétés que ces grands principes ne sont pas respectés, notre travail c'est de le dire, de le montrer dans nos publications, dans nos enseignements, avec des propositions à faire pour rétablir une société qui serait plus juste, qui serait plus égalitaire du point de vue sociolinguistique, mais donc du point de vue social en général, parce qu'évidemment, les choses sont liées. Les gens qui sont victimes de discrimination glottophobe sont aussi souvent, en même temps, victimes de discrimination sociale, économique, culturelle, etc. Et donc ça, je crois que c'est notre travail, c'est même notre devoir moral, au fond. On ne peut pas produire des connaissances sans tirer les conséquences des connaissances que nous avons produites. Et puis, une autre chose aussi, nos travaux nous permettent non seulement de constater quand il y a des dysfonctionnements dans la société, mais ils nous permettent aussi de constater quand il y a des désaccords dans la société. Et quand il y a des parties de la société qui ont des pratiques qu'une autre partie leur reproche, qu'il y a des gens qui ont un projet et d'autres parties qui ont un contre-projet, notre travail c'est de montrer ça et d'essayer de voir pourquoi les gens sont en désaccord
et sur quoi les gens pourraient tomber d'accord. Par exemple, dans le droit aux langues, dans la place des langues dans les systèmes éducatifs, il y a des familles qui veulent que leurs enfants aient une éducation bilingue ou plurilingue, que les langues des familles soient utilisées à l'école. Il y en a d'autres qui ne veulent que la langue dominante à l'école. Donc on constate un désaccord et d'abord on peut montrer qu'il existe un désaccord, que tout le monde n'est pas d'accord, parce que les dominants ont souvent tendance à faire croire que tout le monde pense comme eux, et donc à mettre en place ce que j'appelle une pensée hégémonique. Déjà ça permet de montrer qu'il y a des désaccords, et puis après il y a l'idée de dire bon, des désaccords dans la société c'est inévitable, mais ça pose des problèmes. Est-ce qu'on peut essayer de trouver des solutions pour que tout le monde trouve sa place? Et par exemple, qu'il y ait un système éducatif, alors soit tout le monde reconnaît qu'un système éducatif biplurilingue, c'est mieux pour tous les enfants, et donc on le généralise, ou alors on dit, ok, mais ceux qui veulent une éducation bilingue y ont droit, et ceux qui veulent une éducation uniquement monolingue pour leurs enfants y ont droit aussi. De telle sorte que la société offre à l'ensemble de la société toutes les solutions dont la société a besoin. Et ça, je pense que c'est notre travail. On a un travail d'éducation, on a un travail d'expertise, on a un travail de sensibilisation, aussi bien auprès de la population ordinaire, dans les médias, dans nos enseignements. On a un travail d'expertise, je mets des guillemets, mais je veux dire de partager notre savoir, par exemple avec les décisions politiques. Chez nous en France, moi il m'arrive assez souvent d'être consulté par des élus, par l'Assemblée nationale, par un conseil régional, qui veulent connaître l'état des connaissances pour éclairer leur prise de décision. Et ça, je pense que c'est notre devoir, c'est notre mission. D'accord. Bon, merci beaucoup pour ce dialogue très, très enrichissant. C'est un plaisir. Merci aussi.